La Cour constitutionnelle malgache a entériné ce mardi les résultats provisoires proclamés par la commission électorale le 27 décembre. La victoire est donc officielle pour l'ancien président And Radzjoel. La HCC a rejeté toutes les requêtes en annulation pour fraude introduites par son rival Marc Ravalomanana. À 44 ans, l'ancien président de la transition, porté à la tête du pays par l'armée entre 2009 et 2014, revient donc au pouvoir, mais cette fois par les urnes. Aminata Bari. And Radzjoel, président de Madagascar. Il a été élu avec 55,66% des suffrages face à Marc Ravalomanana, crédité de 44,34% des voix, pour un taux de participation de 48,09%. Le nouveau chef de l'État succède donc au président sortant R. Radzonarimanpian, des résultats confirmés par la Haute Cour constitutionnelle ce mardi 8 janvier 2019. Alors justement, on va parler de cette victoire. Alors il a été crédité de plus de 55% des suffrages face à donc Marc Ravalomanana qui lui a obtenu 44,34%. Alors quand même un petit retour en arrière durant sa période de transition où la croissance avait considérablement chuté, une économie qui s'est complètement effondrée, une présidence qui s'est donc ponctuée sur un bilan quand même extrêmement négatif. Est-ce que cette victoire d'And Radzjoel est finalement, est-ce qu'on peut véritablement parler d'une adhésion de la population ou alors il s'agissait d'un vote pour éliminer Marc Ravalomanana? Je prendrais ça beaucoup plus dans le sens de chercher à écarter Marc Ravalomanana pour essayer un petit peu d'enterrer définitivement l'épisode de 2002. Parce qu'il faut dire que pendant plusieurs années, plus d'une décennie, Madagascar a vécu en fait dans une sorte de tension permanente entre les populations côtières et les populations qui sont dans le centre du pays. Les populations côtières étant favorablement du côté de Didier Ratsiraka et les populations du centre du pays plutôt pour Ravalomanana parce que c'était un exploitant terrien, quelqu'un qui était venu avec ses amis partenaires pour pouvoir travailler l'agriculture, l'élevage, et ceux qui sont sur les côtes se sont vus un petit peu négligés alors que ce sont eux qui depuis toujours ont soutenu l'économie malgache depuis l'indépendance avec la pêche et tout le reste. Simplement, la forme de cette élection, moi, ça me laisse un petit peu sur ma faim. Ça reste un petit peu problématique. C'est bien de tourner cette page afin que Madagascar puisse aller vers de nouvelles perspectives. Mais la manière dont c'est fait, moi, je trouve que ce n'est pas de la plus belle des façons. Parce que, dans le fond, le programme de Andry Rajoelina ne présente pas grand-chose. Ne présente pas grand-chose. Déjà, son bilan économique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, n'est pas glorieux. Beaucoup d'erreurs ont été commises, l'armée est arrivée aux affaires, les généraux sont transformés un petit peu en hommes d'affaires, comme c'est généralement le cas quand une junte militaire est au pouvoir, parce qu'il faut le dire ainsi, c'était le cas. La sécurité a été accrue, avec notamment les cas de vol des ébus et tout le reste. Il aurait dû commencer plutôt par chercher à corriger ces erreurs. Or, il a présenté aux Malgaches et aux jeunes, 18-30 ans, plutôt un programme futuriste, notamment avec le programme qu'il a proposé, qui a suscité quelques railleries, notamment des puces sur des ébus, afin de mettre un terme au cas, de limiter ou de réduire les cas de vol. Je ne pense pas que ça puisse être conçu ainsi. Donc il lui manque un petit peu des bases solides à son programme, notamment pour mettre l'homme malgache au centre de son programme. C'est ce qui fait un petit peu défaut jusqu'à ce jour. Et c'est ce qui va encore faire défaut, je pense, pendant sa présidence. Alors, effectivement, on aura l'occasion de revenir un peu plus en longueur sur le programme d'And Radzjoel. Francis Mouketo, sur cette victoire, est-ce qu'il s'agissait d'un vote d'adhésion ou alors tout simplement pour éliminer Marc Ravalomanana qui, voilà, les malgaches ont encore en mémoire les événements de 2012? Alors, je pense que vous avez parlé d'un taux de participation de 48%. Il y a une moitié de la population qui n'est pas allée aux urnes. Donc, les résultats sont fondés sur une moitié de la population. Ça dit long. La crise politique malgache, elle est pas d'une introduction récente. Elle est très ancienne. Elle est très ancienne. Pourquoi? Parce que Madagascar étant fermé autour d'une oligarchie politico-économique, des imbrications
des acteurs politiques dans l'économique qui accroissent une corruption et qui est aujourd'hui à l'origine des troubles politiques que nous voyons très souvent dans ce pays. C'est vrai que des alliances politiques se dressent ici ou là sans fond idéologique. Toute présidence, toute institution qui s'installe sur la base du clientélisme, de la corruption. Et c'est le vrai problème. C'est-à-dire qu'il y a une société malgache qui est hiérarchisée autour des castes, ainsi de suite. Donc il y a une poignée d'hommes qui se transmettent le pouvoir et qui se partagent le pouvoir, qui se soutiennent. Tu me tiens, je te tiens par la barbichette. Donc c'est la pérennisation d'un système, finalement ? C'est une pérennisation d'un système. Et même là, on peut dire qu'il y a une petite victoire de la démocratie, mais celui qui a gagné l'élection présidentielle, il y a une histoire de 3 présidents là. 3 présidents dont l'un a été écarté, celui qui a précédé sa future mandature, a été éliminé à un score piètre de 8,8%. Un président de la République qui hérite, qui gagne une élection présidentielle après une transition de 5 ans, est éliminé avec 8,8%. C'est du jamais vu. Et là, laissons champ libre à 2 anciens présidents, 2 anciens rivaux, qui aujourd'hui montrent ce scénario que nous voyons là. Et donc il y a un vrai problème. Parler d'une réussite de la démocratie dans un fond où des acteurs, des oligarques qui aujourd'hui tiennent l'économie malgache, c'est quelque chose qui est voué à l'échec. Comment expliquer cette victoire, Patrick Mboyo? On a évoqué il y a quelques instants le bilan, notamment économique, lors de sa première présidence, avec une chute drastique de la croissance, mais aussi une corruption qui s'est quand même, il faut bien le dire, généralisée durant, en tout cas au cours de la période 2009-2014. Comment expliquer cette victoire finalement? Cette victoire s'explique d'abord par la jeunesse d'Andry Rajoelina. Comme ça a été expliqué tout à l'heure, la plupart de ses concurrents sont plutôt âgés. Il y a une différence d'âge parfois d'une quinzaine, d'une vingtaine d'années par rapport à Didier Ratsiraka, par rapport à Marc Ravalomanana, 69 ans, lui 44 ans. Exactement. Il y a cette jeunesse d'Andry Rajoelina a joué. Je pense que c'est ça aussi qui lui avait déjà permis de faire passer la pilule du coup d'État en 2009, parce que c'était des jeunes qui aspiraient à un changement, qui ne supportaient plus de voir que le système décrié sous Ratsiraka revenait sur Ravalomanana. Ça c'est de 1. De 2, c'est aussi le côté un petit peu showman du candidat. La campagne de Rajoelina que j'ai vue, c'était une campagne plutôt spectaculaire, une campagne plutôt festive. Il a su parler aux jeunes, il a su leur présenter des éléments futuristes, notamment la fameuse affaire des puces sur des ébus. Vous savez, quand vous parlez aux jeunes aujourd'hui en Afrique et vous touchez à tout ce qui est électronique, technologie, ça suscite un petit peu une certaine curiosité, même si concrètement ça n'apporte pas de valeur ajoutée dans ce qui est fait actuellement. Ça c'est aussi autre chose. Je pense aussi que c'était le désir, le terrain a été un petit peu balisé dès le départ, parce qu'il ne faut pas oublier que le président Heri Rajaoni Ramampianana a été ministre des Finances d'Andry Rajoelina pendant la transition. Donc, le fait que ce président sortant ait obtenu le score qu'il a obtenu, moins de 10% des voix, n'est pas surprenant non plus. Parce que c'est quelqu'un qui n'avait en réalité pas d'assises électorales dans le pays. Il était au second plan sous la présidence de Rajoelina, pendant qu'il y avait la haute autorité de la transition. Et simplement que c'était un candidat, je peux dire choisi, un candidat du système. C'est Andry Rajoelina qui a voulu qu'il soit candidat de son camp. Je peux dire un petit peu c'était stratégique, si je peux pousser le raisonnement beaucoup plus loin, parce que cela lui a permis aujourd'hui de pouvoir revenir au pouvoir. Mais au fait,
rien ne dit que s'il avait pu travailler correctement, il n'aurait pas pu remporter les élections. Sur ce point-là, c'est ce que je pourrais dire. Donc peut-être également un vote sanction, Emmanuel Kouzou. Oui, manifestement, il y a un rejet du système politique malgache. Ça, c'est un fait. Les corruptions, nous les connaissons depuis 1975, c'est pas d'aujourd'hui. C'est vrai qu'à chaque période, on a connu peut-être des événements, des situations quelque peu particulières. Marc s'est distingué par une sorte de confiscation des biens publics à son compte personnel. Ça a beaucoup joué en sa défaveur, et l'arrivée d'Andry Rajoelina en 2009 était naturellement posée sur ça. Et les gens n'avaient plus d'eau, ce qui était inimaginable. Il y avait une famine dans le pays, ce qu'on ne pouvait pas imaginer, parce que, encore une fois, il était taxé d'avoir vendu des terres malgaches à des compagnies étrangères. Bien sûr pour les intérêts étrangers, en plus. Donc cette corruption-là a beaucoup joué, notamment dans sa destitution. Mais on a connu des situations encore quelque peu rocambolesques. Albert Zaf a été éjecté comme ça, il a été destitué en 1996, dans les mêmes conditions, en se disant il ne fait rien, il n'apporte rien, parce que les corps se dégradent, la santé se dégrade, pourtant il était médecin, et la situation ne s'améliorait pas. Donc, si vous regardez depuis 1975, jusqu'en 2000, au départ de Marc Ravalomanana en 2009, vous avez une succession d'échecs en échecs. On a créé le franc malgache en 1976 parce que Didier Ratsirac voulait se séparer de la France. Il voulait créer une identité malgache en se séparant de tout ce qui était vestige de la France, y compris l'armée française qu'il a renvoyée en 1976. Il a créé le franc malgache. Son franc malgache s'est effondré avec le temps. Et quand l'autre est arrivé en 2003, donc Marc Ravalomanana a dit finalement, puisque le franc malgache ne vaut plus rien, on va prendre l'Ariari. Bon. Cette monnaie, aujourd'hui, ne vaut pas grand-chose non plus, parce qu'il n'y a pas de vise économique pour soutenir la monnaie. Ça, c'est des problèmes malgaches. Alors après, il y a la violence physique, qui a fait qu'il y a eu plusieurs morts à chaque fois qu'il y a une manifestation de cette nature. Donc aujourd'hui, il y a eu un rejet systématique de la classe politique malgache. Le vote maintenant, qu'on peut qualifier peut-être de sanction, mais en même temps de pis-aller, entre Marc Ravalomanana, dont on connaissait le penchant plutôt homme d'affaires qui utilise les biens de l'État à son compte personnel, et Andry qui a plutôt qui a prospéré dans la communication. Il a sa campagne, c'est une campagne de com. On aurait pensé à quelqu'un qui préparait une grande fête nationale. Effectivement, c'était de véritables shows. Il ne faut pas oublier, que... Sa jeunesse a joué forcément, parce que entre une classe politique de toute façon qui est complètement déclassée, qui est complètement aujourd'hui, à la limite, qui n'a plus de valeur au sens de apport. Alors oui, effectivement, peut-être que sa jeunesse a pu jouer, mais cela ne s'est pas beaucoup ressenti dans les programmes politiques. C'est ce que je disais, son programme économique, en réalité, ne présente pas grand-chose. Il ne présente pas comment il peut rattraper les erreurs qui ont été commises sous la transition. C'était lui le président. Je rappelle que pendant que Andry Rajoelina est arrivé au pouvoir, Madagascar est passé de la 88e à la 134e place au classement des pays les plus corrompus au monde par Transparency International. Comment on peut expliquer ça? Et il y a eu une chute économique assez criante. Sous Ravalomanana, il y avait des problèmes économiques, on ne voyait pas le progrès. Mais avec Andry Rajoelina, il y a eu encore des problèmes plus graves. Et ce qui est encore plus dangereux, c'est qu'on peut peut-être mourir de faim en paix, mais c'est encore plus dangereux quand on meurt de faim en risquant de perdre sa vie en allant chercher peut-être de l'eau qu'on ne trouvait pas à côté parce qu'il fallait aller encore la chercher plus loin. C'est ça le problème. Et le côté showman vient aussi de sa personnalité. Il ne faut pas oublier son parcours de DJ. C'est quelqu'un qui était un animateur de soirée, qui sait comment monter les spectacles, qui sait comment animer les spectacles et qui sait comment vendre un spectacle au public. Et c'est ce qu'il a vendu. Donc une expérience qu'il a su mettre à profit. Exactement. Lors de cette campagne heureusement pour lui que ça a été bénéfique. Mais simplement, moi j'ai peur que Madagascar ne soit pas encore sorti de l'auberge, parce que la situation telle que ça se présente avec le programme d'Andry Rajoelina qui s'attaque maintenant au Sénat, il veut supprimer le Sénat qui qualifie l'institution budgétivore, ça n'a aucun sens. La plupart des dirigeants qui arrivent au pouvoir avec l'idée de supprimer des institutions
parce que ce serait budgétivore, en réalité, n'ont pas grand-chose à proposer. Il faudrait d'abord commencer par dire où est-ce qu'on va trouver l'argent et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ce qu'on a avant de pouvoir penser à supprimer certaines choses pour investir ailleurs. Mais si ce sera supprimer le Sénat, pour prendre l'argent du fonctionnement du Sénat et aller l'investir dans des puces électroniques à mettre sur des ébus et des drones pour surveiller des ébus, alors qu'il faudrait penser à comment réorganiser l'armée et la police pour la sécurisation du territoire national, ainsi que la reconnexion des services en réseau, l'eau, l'électricité et tout le reste, je pense que le programme est mal ficelé. Francis Mouketou. Mais ce qu'il vient de dire, c'est la réalité. Avec un taux de pauvreté de plus de 77%, je ne vois pas comment celui qui a dirigé une transition et qui a reconnu qu'il l'a dirigé dans des conditions où les militaires lui avaient donné une feuille de route, et là, aujourd'hui, c'est parce qu'il gagne démocratiquement qu'il va développer ce pays, mais ce pays qu'il hérite, il hérite un pays qui est dans un chaos total, alors qu'il est doté de richesses naturelles, des mines, des terres arables, donc quelqu'un qui doit venir avec un plan. Alors, il est parti voir en septembre dernier le président Macky Sall. Il pense désengorger la capitale pour créer une deuxième capitale. Bon, il a pris peut-être quelques recettes qui vont peut-être marcher dans le développement des infrastructures. Les moyens pour financer dans le développement programme n'a pas été dans le développement des infrastructures. Alors, ce qui est important, c'est d'appeler les investisseurs, parce que finalement, pendant sa mandature, il y avait quand même le gel de l'aide financière extérieure. Donc il faut montrer patte blanche, il faut que son économie, il faut que la gestion, il faut que la gouvernance, la bonne gouvernance soit d'actualité pour que ces pays puissent penser à cette population qui est toujours oubliée dans leur système de gestion. Et puis, se battre contre la corruption, ça c'est quelque chose qui mine ce pays, c'est un des malheurs de ce pays pour sortir de ce carcan dans lequel ils sont enfermés. Pour moi, il y a deux enseignements à tirer de cette élection malgache actuellement. Premier enseignement, c'est la rupture entre le peuple et les élites politiques. C'est ce que j'ai dit. Malheureusement. Deuxième enjeu maintenant, c'est que jusqu'à présent, il n'y a jamais eu vraiment de programme politique suivi par les présidents malgaches. Depuis plus de 30 ans. Les gens arrivaient, soit dans les cartons militaires, ça a été le cas de ce qu'on a connu entre 1975 et 2001, ça c'est le cas de Ratsirak, et puis d'autres qui sont arrivés comme des affairistes. C'est le cas de Marc et c'est le cas d'André maintenant. On a un enjeu aujourd'hui majeur de l'audience dont je parlais, c'est d'arriver à asseoir des vrais programmes de développement. À la limite, aujourd'hui, on présente un programme politique sérieux, construit. Les Malgaches ne choisiront pas parce qu'ils voient d'abord la personne. C'est ce qui est arrivé au jeune Rajouin. Maintenant, il faut que, dès à présent, une fois qu'il est élu, maintenant il va être investi, qu'il se pose la question centrale, qu'est-ce que je vais faire pour développer ce pays? L'éducation est à 76% d'éducation primaire. C'est parmi les mauvais taux d'éducation en Afrique. Le taux d'alphabétisation est de 67% au Madagascar. C'est parmi les plus mauvais, à peu près comme au Mali, à peu près au même niveau. Si vous regardez le taux de mortalité infantile, c'est inquiétant. On est à peu près à 78 pour 1000. C'est énorme. Et quand vous regardez l'indice de développement humain, il vient de franchir à peine le seuil de 0,5 sur 1. Donc c'est parmi les plus pauvres pays du continent. Si vous regardez dans l'ensemble de l'Afrique australe, parce qu'il fait part de la SADC, c'est le pays le plus faible avec le Malawi. Sur les 13. Donc c'est un pays qui n'a pas décollé depuis 30 ans. Pourquoi? Parce que effectivement les oligarques ils se battaient pour se partager le butin de ce qui est resté du pays. Il y a des gisements miniers au Madagascar. Ils ne sont pas exploités. Au jour d'aujourd'hui, le Malgache vit quasiment de la vanille, de la culture, du riz, c'est tout ce qu'il peut exporter, du café, sans plus. Donc c'est pas avec ça qu'on va développer un pays de 24 millions d'habitants. Alors on arrive, pardonnez-moi, sans vouloir vous couper, on arrive au terme de cette partie, mais une question très rapidement. Est-ce que l'un de ces défis premiers ne va pas être d'asseoir sa légitimité? 52% de taux d'abstention, c'est énorme. Et par ailleurs, c'est un taux d'abstention record à Madagascar. Quelque part, le citoyen malgache, il se dit, j'ai un président.
Mais c'est vrai que, vu en termes de légitimité démocratique électorale, ce n'est pas solide, c'est vrai. Mais aujourd'hui, le Malgache a un président. Ce qu'il attend de son président, c'est que le Madagascar, qui est le pays parmi les 13 pays africains qui ont moins de 25% de tout équipement d'électricité. Moins de 25%, il est à 20%. Donc c'est très peu. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 30 ans? Pas grand-chose. Il y a la suffisance alimentaire. Ce n'est pas normal qu'un pays de 24 millions d'habitants aujourd'hui souffre de famine, alors qu'on a des terres pour faire de l'agriculture. Près de 80% de la population. Et donc vit on avec parlait de la corruption. Moins de $2 par jour. Et une fois qu'on a assaini la gouvernance dans le pays, autrement dit lutter contre les corruptions, que fait-on de l'argent qu'on va récupérer? Effectivement, les chantiers sont énormes. Il y a l'éducation à faire, il y a la santé à promouvoir, il y a bien sûr le développement de l'agriculture, il y a les infrastructures routières qui sont complètement en lambeaux, il y a l'électrification. Le pays, je vous disais, il est à moins de 20% de taux d'électrification. Il y a tellement de choses à faire, mais naturellement, la première des choses, pour moi, effectivement, comme l'a indiqué tout à l'heure Patrick, ce n'est pas d'aller s'occuper des ébus. Non, c'est plutôt, c'est pas accessoire, mais ce n'est pas central. Ni du tourisme. Puisque lorsque l'économie va marcher dans les conditions normales, autrement dit, on aura assaini les piliers du développement, le reste suivra. Mais effectivement, la légitimité, c'est un problème. Le citoyen malgache aujourd'hui se dit, quand il ne mange pas, quand il n'est pas soigné, quand les enfants ne vont pas à l'école, quand il n'y a pas d'électricité, c'est vraiment pas la légitimité du président qui l'intéresse.